Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Capiche. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et c'est un grand jour aujourd'hui puisque 5 jeunes Guadeloupéens ont obtenu leur brevet de pilote de ligne. Une véritable réussite pour ces professionnels de l'aviation qui ont fait des pieds et des mains pour financer et réussir cette formation. Un périple qui n'est pas encore terminé puisqu'ils doivent passer une qualification en fonction de l'appareil qu'ils devront piloter. Franchement, ça coûte cher aussi. La formation globalement coûte 200 000 €. Et juste pour ces autorisations et ces qualifications, eh bien, ça coûte au bas mot 40 000 €. Donc, bon, les collectivités devraient peut-être faire un petit geste pour eux, sachant qu'ils les accompagnent depuis le début. Le reportage. L'aviation, c'est un long chemin, dont le plus souvent, on les prend depuis OBIA, le brevet d'initiation aéronautique. On les emmène à passer un pilote privé, qui est avec l'intermédiaire des ailes guadeloupéennes. Et ensuite, on les emmène beaucoup plus loin, au niveau commercial. C'est qu'un petit pas dans le monde du professionnel. Ce qui reste derrière, c'est très long encore. Il faut une QT. Et je demande aux collectivités, notamment à la région, de les aider, de ne pas les laisser tomber à ce niveau-là. Parce que le problème de l'aviation, c'est soit on avance, soit on recule. S'ils ne font rien, d'ici 2 ans, ils ont pratiquement tout perdu. Donc il faut qu'ils avancent pour qu'ils aient au moins une QT, parce qu'il faut savoir que pour être pilote, c'est à peu près 150 000 € à 200 000 €. C'est à peu près les chiffres. Donc du coup, les collectivités ont fait déjà un effort, peut-être de l'ordre de 10-20%, à peu près de ce montant-là. S'ils peuvent faire quelque chose de supplémentaire, ça serait bien, pour éviter que dans notre île, qu'on ait une aviation à 2 vitesses. Les parents leurs enfants réussissent, et puis les parents qui ne peuvent pas, les enfants ne pourront pas réussir. Donc je demande de donner un coup de main à l'ascenseur social et d'aider ces jeunes, de continuer à soutenir les écoles pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. C'est hyper important pour nous et très important pour le peuple guadeloupéen. Eh bien, cette session avec ces 5 jeunes s'est très 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 bien passée. Donc des jeunes talents guadeloupéens. Et bon, je suis très fier d'eux. J'espère qu'ils vont trouver un travail très vite chez eux en Guadeloupe. Mon rôle est l'instruction multi-crew, donc apprendre à ces élèves à travailler en équipage, à travailler à 2. C'est-à-dire que pendant toute leur formation, les élèves ont travaillé tout seuls, donc sont rentrés dans un process de savoir et de savoir-faire. Et moi, je leur apprends à travailler ensuite à 2, c'est-à-dire je joins le puzzle pour leur apprendre à être 2 dans un cockpit. Et on leur apprend le savoir-être ensemble. Aujourd'hui, c'est la première étape pour nous. Nous sommes un peu dans la grande piscine quelque part, parce que c'est la première étape de devenir pilote de ligne, mais si on veut travailler, il va nous falloir une qualification. Chaque appareil demande une qualification. Et comme disait le commandant de bord, Noé Etienne, et président du comité, ce sont des formations très onéreuses. Une qualification avec les frais annexes, ça peut aller jusqu'à 60 000 €, entre 40 000 € et 60 000 €. Et aujourd'hui, pour nous, c'est quelque part une difficulté. Nous espérons que la région le conseil régional pourra encore nous accompagner, parce que si on ne va pas jusque-là, c'est comme si tout ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui n'aura servi à rien. Nous aussi, nous allons nous investir comme nous l'avons toujours fait jusque-là, parce que ce sont nos carrières et c'est aussi pour ceux qui viennent derrière très important qu'ils puissent y arriver. Des collectivités qui justement permettent l'insertion de nos jeunes, que ce soit par le biais du financement ou de l'accompagnement. Et pour parler justement d'insertion, nous avons ce soir Nicole Sinivassin, qui est 3e vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elle est en compagnie de Francis Ludier, directeur de l'emploi et de la cohésion sociale à la CARL, qui organise un séminaire autour du plan local d'insertion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, peut-on dire effectivement que
financer, par exemple, des formations pour l'insertion de nos jeunes font partie des compétences premières des collectivités, dont la CARL. Alors la CARL, la principale activité de la CARL dans l'insertion sociale, effectivement, c'est de mettre en place, en partenariat avec d'autres institutions, différents outils d'accompagnement, tant sur le plan financier, mais sur le plan de l'organisation également, en faveur, bien sûr, des bénéficiaires de la formation, notamment le public bénéficiaire du RSA. Donc ce sont plutôt les publics en difficulté qui sont concernés. Qui sont concernés. Des publics jeunes? Des publics bénéficiaires du RSA principalement. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge dans ce cas-là. Voilà. Très bien. Donc vous organisez très prochainement un séminaire autour du plan local d'insertion. Comment va-t-il se dérouler? Alors, le séminaire est prévu le 23 juin, sur toute une journée. Alors, nous aurons en présence différentes institutions, comme je viens de le dire, les communes, les collectivités locales. Nous aurons le conseil régional, le conseil général, l'État. Nous aurons Pôle emploi, mission locale, ainsi que les associations. Donc ce sera l'occasion pour tous ces partenaires de mettre en commun les différentes problématiques qu'ils rencontrent et puis de pouvoir baisser les barrières en fait qui existent, décloisonner plus précisément, de façon à faciliter l'accès à l'insertion. Alors, Monsieur Ludger, justement, quelles sont les principales difficultés rencontrées? Alors, il faut savoir que nous avons fait ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux du territoire, qui nous a permis de voir les fragilités de notre territoire, et surtout en matière d'emploi. Et on s'est bien rendu compte à travers les statistiques qui ont été proposées par la mission locale et puis le Pôle emploi, que nous avions effectivement un faux taux de pourcentage des jeunes sur notre territoire qui étaient sans emploi. Il y a plus de 35% des jeunes qui sont sans emploi sur notre territoire. Nous avons dénombré plus de 6 000 bénéficiaires du RSA, ce qui fait quand même que c'est un territoire certes attractif, mais il y a réellement des difficultés d'emploi comme partout sur la Guadeloupe. Donc le PLI, c'est un outil au service d'une politique de développement territorial. C'est un outil qui existe depuis 1999, qui est mis en œuvre donc par les communes et les EPCI. Et il s'agit là, dans le cadre d'un partenariat renforcé avec les opérateurs qui sont la mission locale, le Pôle emploi, de mettre en place une dynamique d'emploi qui consiste à accompagner dans le cadre d'un parcours d'insertion les chômeurs de longue durée, mais aussi les bénéficiaires du RSA. Donc ce dispositif n'existant pas encore à la CARL, il va sans dire que nous avons considéré qu'il était important, et le président Cornet l'a souligné, justement faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent trouver une voie d'insertion, et sans cela que l'outil PLI constitue pour nous, en tout cas, une étape supplémentaire dans la volonté du président Cornet et de l'équipe communautaire de donner des solutions aux populations qui sont dans la situation que l'on connaît malheureusement pour les familles, qui est le chômage de longue durée. Alors on sait effectivement qu'on sort de 2 ans de crise Covid qui ont malmené l'économie dans tous les cas. Ça repart petit à petit. Vous parlez quand même de 6 000 personnes qui sont à insérer. C'est quand même beaucoup. Est-ce que vous avez un délai? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera faisable? Est-ce que les entreprises jouent le jeu? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de partenaires, et vous le voyez, les jobs d'éthique se multiplient, les rencontres. Donc, sur notre territoire, on peut dire que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'événements. Et c'est en cela que nous avons travaillé avec la mission locale et le Pôle emploi, dans le cadre de ce qu'on appelle un réseau d'initiatives locales pour l'emploi et l'insertion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la communauté de l'agglomération, la Riviera du Levant, mutualise avec les partenaires, les opérateurs, les actions en faveur de ce public-là. Alors, il ne s'agit pas, effectivement, à travers ce pli, de dire qu'on va insérer tout le monde de ce coup, mais il s'agit de mettre en place ce qu'on appelle des parcours d'insertion. Puisque vous savez qu'il y a plusieurs opérateurs et quelquefois, eh bien, les bénéficiaires du RSA, mais aussi les demandeurs d'emploi se perdent dans le dédale des difficultés à accomplir. Donc quand vous avez un outil comme le PLI qui centralise et qui mutualise les actions portées par ces opérateurs-là, eh bien, ça facilite aussi le retour à l'emploi pour celui qui, malheureusement, en plus de ses problèmes économiques liés au chômage, eh bien aussi se retrouve dans des dédales administratifs. Il ne sait pas à qui s'adresser quand il faut s'adresser. Donc c'est en cela, effectivement, qu'il y a un référent parcours d'insertion qui va prendre cette personne en charge, eh bien, depuis son inscription jusqu'à une mobilisation pour qu'il puisse ou qu'elle puisse trouver un emploi qui répondra évidemment des diagnostics qui seront posés avec nos partenaires Mission Locale et Pôle emploi. Est-ce que les usagers jouent le jeu?
Écoutez, tout le monde, hier encore avec la mission locale et avec la ville du Gosier, il y avait la journée de l'alternance, le jeudi de l'alternance, et on a vu effectivement le succès de cette manifestation, c'est dire qu'aujourd'hui, eh bien, les opérateurs ont compris qu'il faut aller devant le public, non pas simplement faire des forums d'information, mais il faut proposer aussi du concret. Et c'est en cela que l'action qui est portée par nos partenaires permet aujourd'hui d'une rencontre entre le demandeur et l'entreprise qui recherche aussi des profils et qui quelquefois a du mal à trouver certains publics pour pouvoir venir répondre à ces offres d'emploi qui existent mais qui malheureusement ne sont pas pourvues, faute de compétences quelquefois, mais aussi faute d'informations aussi de ces jeunes publics, mais aussi des moins jeunes, puisque nous travaillons avec le plus pour les jeunes, mais aussi pour les personnes qui sont un peu plus âgées et qui ont des difficultés également, il faut le souligner, puisqu'on parle beaucoup d'insertion des jeunes. Mais l'insertion aussi n'est pas limitée qu'à cela, elle se limite aussi, l'insertion c'est le logement, l'insertion c'est la santé et l'insertion professionnelle aussi. Vous avez quand même beaucoup d'avantages sur votre territoire comparativement à d'autres communautés d'agglomération. Est-ce que vous allez axer justement vos efforts sur ces atouts ? Tourisme, savoir tourisme, balnéothérapie. Absolument, il faut tenir compte de la configuration du territoire. Nous sommes un territoire effectivement plus touristique, donc il faudrait surtout axer l'emploi sur le développement touristique. C'est en cours ? Il y a des pistes, il y a des réflexions qui sont en cours, effectivement. Alors, on sait effectivement que la carte se bouge, on a vu plusieurs rendez-vous organisés. La population semble répondre à cet appel. Au niveau des retours que vous avez, est-ce qu'effectivement on vous demande un panel plus large de formation ? Est-ce que ce que vous proposez est suffisant ou pas ? Alors, ce n'est jamais suffisant, parce que tant les besoins sont d'importance, ce que l'on peut dire, c'est qu'en fonction de l'attractivité de notre territoire, puisque c'est un territoire à forte vocation touristique, on l'a vu, donc c'est déjà le premier territoire en matière de tourisme en Guadeloupe. Il s'agit là, avec un outil qui s'appelle l'OTI, c'est l'Office de tourisme, de mettre aussi en place toute une dynamique aussi pour aller dans ce qu'on appelle une offre d'emploi aussi qui correspond aux besoins émergents du territoire. Et en ce sens-là aussi, nous voulons faire ce qu'on appelle la territorialisation de l'emploi, puisqu'on peut mettre plein de formations en place, mais quelquefois, les débouchés, les niches d'emploi ne sont pas prises en compte. Donc nous avons deux projets phares, effectivement, aujourd'hui. C'est cette question aussi qui est liée au tourisme, mais aussi à tout ce qui est lié à l'environnement, puisque vous ne êtes pas censé le savoir que nous aurons bientôt une usine Sinoval qui va être donc opérationnelle. Et là aussi, vous avez potentiellement des niches d'emploi, notamment en matière, évidemment, de métiers liés à tout ce qui tourne autour des déchets, mais d'autres métiers aussi. Vous avez la question de l'eau aussi. Donc, il y a des métiers comme ça qui apparaissent comme étant des métiers porteurs. Et puis, n'oublions surtout pas le grand âge. Donc vous avez aujourd'hui effectivement un vieillissement de la population, ce qui va nécessiter aussi la formation et des emplois qui vont être créés dans le cadre de la cité. Cette silver economy dont on parle. Tout à fait. Et la désirade dans tout ça. Parce que bon, vous êtes communauté d'agglomération Riviera du Levant, on pense souvent au territoire Guadeloupe continentale et la désirade. Est-ce qu'ils sont bien intégrés dans le projet ? La désirade est bien intégrée dans l'accord déjà dans un premier temps. Nous n'oublions pas, malgré sa double insularité, donc nous travaillons pour effectivement le public de la désirade, qui aussi bénéficie, tout comme le reste des communes de la Riviera, d'un fort potentiel touristique aussi à développer. Ils seront dans votre lignée. Absolument. Est-ce qu'on peut rappeler effectivement les éléments essentiels du séminaire à venir ? Alors ce séminaire, le séminaire qui constitue un lancement du pli de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, se tiendra le jeudi 23 juin de 9h à 17h et aura plusieurs temps forts. Donc déjà le matin, effectivement, nous aurons cette présentation des partenaires institutionnels. C'est quoi le pli ? Quels sont les outils ? Quels sont les moyens de financement d'un pli ? Et quels sont les acteurs qu'on a dans le cadre d'un pli ? Puisque le pli, c'est un outil surtout de mutualisation des partenaires qui eux-mêmes concourent au dispositif de l'emploi. Donc nous aurons effectivement à voir comment cette dynamique se prend encore sur le territoire. Nous aurons des tables rondes aussi qui, dans l'après-midi, vont nous permettre de voir effectivement comment construire cet outil de développement local en faisant l'historique aussi, parce que les plis, comme je vous l'ai dit, existent depuis tantôt, et 1999.
Mais on a aujourd'hui un retour d'expérience, notamment de la CNGT qui a mis en œuvre un pli et qui fonctionne très bien. Eh bien, nous aurons en cela le témoignage donc, de la direction du développement de l'emploi et de la cohésion sociale de la CNGT. Nous aurons également un deuxième table ronde qui va porter sur la création et l'émergence de projets de territoire. Et nous aurons surtout un sujet très important, c'est la mise en œuvre du financement, donc de PLI, parce qu'il faut savoir que le PLI fait aussi appel à des financements européens. Donc comment porter ce dispositif-là quand on sait que les communes ne seront pas les seules à être sollicitées, mais la cellule FSE aussi devra évidemment concourir au financement de ce PLI. Donc c'est une journée d'information et d'échange parce que nous avons voulu construire ce pli avec tous nos partenaires. On n'a pas voulu mettre un pli sur place en disant voilà, on va faire, mais c'est un dispositif de co-construction et qui nous permettra à terme de dire vraiment nous sommes sur la même longueur d'onde et nous voulons construire ensemble ce pli-là. Donc c'est une journée d'information à destination à la fois des partenaires institutionnels, des associations et tous ceux qui y trouvent un intérêt, évidemment, à venir s'enquérir, s'enrichir de l'expérience qui a été menée ici et là pour la mise en œuvre de ce dispositif qui est le plan local d'insertion pour l'emploi. Et le mot de la fin pour Mme Sinivasan? Le mot de la fin, ce que je souhaite, c'est que cette journée soit vraiment très, très enrichissante, que les partenaires et bien sûr la Riviera du Levant et son président puissent vraiment mettre en place toutes les actions en faveur de la population. Parce que notre objectif, c'est cela, c'est vraiment répondre aux attentes de cette population qui est en grande souffrance et qui, vraiment, de par l'analyse des besoins sociaux que nous avons faite, nous avons donc un constat. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir diminuer le nombre de bénéficiaires du RSA dans un premier temps, mais aussi de chômeurs sur le territoire. Merci. Et développer ce territoire, bien sûr. Ça devrait se faire, a priori. Visiblement, vos grands projets ont déjà été financés, donc on va voir ce que ça donne sur la mandature. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir nous présenter ce séminaire autour du plan local d'insertion donc de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et parlons maintenant de ces chercheurs de l'Université des Antilles qui organisent un colloque sur le croisement entre littérature et histoire. Pour le maître de conférence en histoire Jean Moumou, il est essentiel de savoir où s'arrête le mythe et où commence la vérité historique. Il prend l'exemple de la mulâtresse Solitude. On l'écoute. On a besoin quand même s'il y a eu des colloques sur la littérature et l'histoire ailleurs, mais même au sein de l'Université des Antilles, il y a eu des colloques qui traitent de ces thématiques. Mais la réflexion entre la rencontre, du moins entre ces deux disciplines, n'a pas été effectuée depuis la naissance de l'Université des Antilles jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a voulu essayer d'apporter cette rencontre parce que nous avons des grands écrivains ici, nous avons aussi des grands historiens ici, et donc il fallait montrer comment ces discours se rencontrent et comment il y a un dialogue entre ces discours et en même temps on sait, regardez le personnage de Solitude. Alors vous voyez, c'est une grande question. Depuis le roman de Schwarzbach, eh bien cette dame est devenue ce que j'ai appelé la Jeanne d'Arc des tropiques. Et c'est vrai, il faut qu'il y ait un mythe fondateur, mais il faut savoir où s'arrête le mythe et où commence la vérité historique. Parce qu'à partir du moment où on construit une histoire à partir d'un mensonge, eh bien, ça dessert d'autres groupes, dessert d'autres personnes. Bon, c'est vrai, on va pas faire des miracles, mais ça joue un grand rôle. Et du coup, on a voulu donner la parole à ces chercheurs qui ont travaillé sur ces thématiques, dont l'objectif, c'est de pouvoir théoriser, apporter une théorie. Il y a un collègue qui a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une sorte de translittérature, que cette littérature a son identité qui lui est propre. Oui, mais on est en discussion. J'ai lu aujourd'hui qu'il y a 3 choses qui ne peuvent rester cachées, à savoir le soleil, la lune et la vérité. Et en ce qui concerne la vérité historique, elle est en train d'arriver en galopant. Et la Spirit Sélection 2022 se tiendra ici, en Guadeloupe. Ce concours mondial de Bruxelles est un rendez-vous international qui récompense les spiritueux venus des 4 coins du monde. Lors de 3 matinées de dégustation, 20 jurys composés de 6 experts reconnus mondialement devront goûter, apprécier et classifier les whiskies, cognac, vodka, gin, tequila et autres rhums. Et avec nos productions de qualité, la Guadeloupe est pressentie pour obtenir pas mal de prix. On va leur mettre une raclée, j'en suis sûr. Le reportage. C'est vraiment la région qui a pour
pour nous le plus de potentiel en termes de rhum agricole. D'une part parce que vous avez de la surface, de canne, énormément de surface, qui peut être valorisée encore. Et donc comme il y a un intérêt de plus important pour les rhums pur jus et les rhums agricoles, la Guadeloupe a véritablement un avenir brillant, je veux dire, si elle est bien exploitée par les producteurs. Avec le président Richard Luce, nous avons voulu mettre en place un certain nombre de manifestations qui puissent, je dirais, susciter l'intérêt des Guadeloupéens et faire savoir qu'il y a un grand événement qui va arriver ici. C'est une manière de montrer le savoir-faire du Guadeloupéen, de montrer nos produits d'excellence, mais c'est aussi une manière de promotionner notre territoire. Toutes ces personnes qui vont venir vont découvrir la Guadeloupe, non pas seulement au travers du rhum et des spiritueux, mais ils vont faire des visites de terrain, ils iront dans les distilleries, mais ils vont voir, je dirais, des coin magnifique. C'est une des grandes spécificités de notre concours. La plupart des concours de spiritueux ou de vin se déroulent en général toujours dans un même endroit. Le rhum, c'est ce que je disais, c'est vraiment en valeur et en volume. C'est vraiment la catégorie qui est en plein développement dans le monde entier. Vous allez discuter avec n'importe quel caviste ou importateur-distributeur. Aujourd'hui, si vous venez, vous lui présentez un produit, un rhum, il va être intéressé. Les rhums de Guadeloupe sont des excellents rhums. Bien entendu, M. Hens l'a dit, mais je n'ai pas attendu M. Hens pour le dire. On sait très bien que nous avons des produits d'excellence, de qualité. Et nous avons aussi un terroir qui est particulier, la terre de Guadeloupe, mais aussi un savoir-faire avec les hommes de Guadeloupe qui ont travaillé le rhum, qui l'ont amené à son excellence. Il y a 3 matinées de dégustation. Les 120 dégustateurs sont répartis en 20 jurys de 6 personnes et on va leur soumettre à l'aveugle différentes séries de spiritueux d'une certaine manière, d'une certaine logique, je veux dire, de présentation. Une trentaine d'échantillons par jury et par jour qu'ils vont devoir déguster. Donc une centaine pour chaque dégustateur sur les 3 jours, sachant qu'on a un total de 2000 échantillons, il nous fallait 20 jurys. Donc voilà comment ça va se passer. Donc toujours à l'aveugle, personne ne verra jamais les bouteilles, on ne peut pas aller dans la salle de préparation, on ne peut pas aller prendre des photos, etc. Parce que c'est vraiment, il faut être intègre et rigoureux sur l'organisation de notre concours. Et puis on attribuera des médailles, en tout cas les jurys vont attribuer des médailles à peu près 30% des échantillons qui leur sont soumis. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on sera à Basse-Terre pour l'inauguration du parcours végétal Rimédrasier. Avec l'aide des collégiens de Joseph Pita, l'artiste Guy Gabon veut remettre notre patrimoine au centre, et en même temps au centre de la ville. Tiens, pour le coup, le reportage. C'est une sollicitation de l'association We en Art, qui est au lycée Gerville-Réache, qui participe au projet plus large, en fait, de revégétalisation de la ville de Basse-Terre. Donc, ils ont sollicité des artistes en leur demandant s'il y avait un espace dans la ville qu'ils avaient envie d'investir artistiquement. Moi, étant de Basse-Terre, et la particularité de mon travail, c'est beaucoup le rapport à la nature, le land art. Donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'investir ce passage. La proximité de la rivière, de la nature, et puis... je pense qu'après le confinement, tout le monde s'est quand même un peu interrogé sur ce patrimoine que l'on a, des plantes médicinales. Et donc j'ai imaginé ce parcours végétal pour redonner en fait toutes les clés de l'immensité de ce patrimoine culturel. Un projet mené à bout, ça n'est pas facile. Cette année a été une année difficile en raison de la pandémie et d'autres éléments. Et donc effectivement, un projet qui avait débuté en fin d'année dernière, qui a été en suspens au tout début, puis ensuite qui a pu se développer quand on a eu moins de problèmes liés donc au Covid-19. Donc les élèves ont fait vraiment plus de 200 plans. Ensuite, ils les ont entretenus pendant plusieurs mois. Ensuite, ils les ont amenés ici, donc sur le site de la Rivière aux Herbes. Ils ont préparé les terrains. Ça a été un gros travail. Ils ont également préparé les murs. Ils ont fabriqué des bacs en golettes et ensuite ils ont enfin pu planter. Et puis ça a été, bien sûr, ils n'ont pas fait le travail tout seuls. Il y a eu de nombreux autres intervenants. Et voir aujourd'hui que tout est terminé dans les temps on trouve ça magnifique. Donc je pense qu'ils sont très très contents de voir le résultat de leur travail et du travail des autres personnes autour d'eux.
C'est ce qui fait la force de ce projet. Bien sûr, il y a Madame Gabon qui est la spécialiste, qui s'y connaît, mais derrière, voir des collégiens, voir des lycéens, voir des écoles primaires venir travailler à ce projet, c'est aussi, ces jeunes ont beaucoup appris, parce qu'on a tendance à oublier un peu toute cette culture. C'est un patrimoine que ces Rimet de Razier, et donc ça a permis aux jeunes non seulement de mettre la main à la pâte, comme on dit, mais aussi d'apprendre énormément sur ce patrimoine immatériel. Et petit focus sur Simon Jean-Joseph, pilote automobile au palmarès impressionnant. Après avoir dominé les rallyes de Martinique, il s'est frotté aux Guadeloupéens avant de monter aux championnats nationaux et mondiaux. Champion de France sur asphalte en 2003, sur terre en 2011, double champion d'Europe en 2004 et 2007. Une belle carrière jalonnée d'épreuves et mise aux lumières dans le documentaire Jean-Jo, l'histoire d'un champion, qui a été présenté au Cinestar. Le reportage. Écoutez, c'est une sorte de consécration quelque part. Après avoir gagné plusieurs titres en championnat d'Europe et en championnat de France, avoir gagné pas mal de courses aux Antilles, je suis très très heureux d'être ici en Guadeloupe aujourd'hui et de pouvoir présenter avec Cinestar et Ouvango ce documentaire qui retrace ma carrière. C'est vrai que dans ce documentaire, il y aura un certain nombre d'anecdotes, il y aura des personnalités connues, moins connues, qui vont raconter mon histoire. Je pense que les cinéastes, les cinéphiles plutôt, apprendront beaucoup de ma carrière, beaucoup de mes hauts, de mes bas, de tout ce que j'ai pu faire. Il y aura certainement des messages qui retiendront, c'est-à-dire le travail, les convictions, l'effort. Et donc tout ça, je suis très très heureux de pouvoir le partager avec le public guadeloupéen, comme je l'ai fait avec le public martiniquais, je vais le faire bientôt avec le public guyanais. Donc voilà, avant d'aller bien sûr à La Réunion peut-être et en métropole, c'est toutes les Antilles, toutes les DOM que j'ai représentées pendant de nombreuses années, qui pourront regarder un résumé de ma carrière qui a été fait par Fabien Duflo, à qui je tire un grand coup de chapeau. Fabien Duflo est le réalisateur. Il a su, avec simplicité, retracer les grandes lignes de ma carrière. Et vraiment, je tiens à le remercier, ainsi qu'Ouvango qui m'offre ce portrait qui me tient vraiment à cœur. Donc avec beaucoup de plaisir et de passion, j'ai commencé ma carrière en Martinique. Je suis venu ensuite en Guadeloupe où j'ai croisé le fer avec mes amis Max Berville, Fortuné Hachi, Pierre Nègre, Olivier Badelou, Christian Bourreau, Jacques Poitou, enfin j'en passe et des meilleurs, Patrick Esnard, enfin voilà, on a vraiment fait, on s'est beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris. Et grâce à ça, grâce à eux, j'ai eu l'envie d'aller plus loin et d'aller en championnat de France, où là aussi j'ai réussi à faire mon trou, puis aller en championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. Donc non, vraiment, je suis comblé et j'ai beaucoup de chance. C'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir partager ce résumé de ma carrière avec mes compatriotes de manière générale et avec les Antillo-Guyanais pour que ça puisse, pourquoi pas, être inspirant pour eux. Et qu'ils voient que dans la vie, il n'y a pas eu que des hauts, il y a eu aussi beaucoup de bas, il y a eu beaucoup de difficultés et que je me suis accroché, que je reste optimiste et que la vie est belle et il faut en profiter. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.